Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au grand journal sur la télévision panafricaine. Dans un instant, les titres. France-Afrique, Emmanuel Macron achève sa tournée sous fond de rivalité franco-russe. Emmanuel Macron a achevé sa tournée en Afrique ce jeudi en Guinée-Bissau, où il a rencontré le président Umaro Sissoco Embalo pour parler notamment de la sécurité au Sahel. Le président français a dénoncé l'agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine. La veille, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, achevait lui aussi une tournée dans plusieurs pays africains lors de laquelle il a fustigé l'attitude des Occidentaux. Et puis au Mali, terrorisme, 15 soldats maliens et 3 civils d'une entreprise de construction de routes ont été tués, ainsi que 48 terroristes neutralisés dans des attaques armées contre les positions des forces armées maliennes à Sévaré, dans la région de Mopti, Sokolo, région de Sékou, dans le centre, et Kalumba, dans la région de Nara, près de la frontière avec la Mauritanie. L'information a été communiquée mercredi soir par l'état-major des forces armées maliennes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au grand journal sur la télévision panafricaine. Nous l'annoncions en titre, Emmanuel Macron a achevé sa tournée africaine ce 28 juillet par la Guinée-Bissau, où il a réalisé sa troisième et dernière étape après le Cameroun et le Bénin. Il s'est donc entretenu avec son homologue Umaro Sissoco Embalo, une visite notamment parce que la Guinée-Bissau vient de prendre début juillet la présidence tournante de la CEDEAO. La casquette de président de la CEDEAO fait donc d'Umaro Sissoco Embalo un interlocuteur incontournable pour Paris. Et puis hier, il était du côté du Bénin après avoir visité le Cameroun, où il a accusé la Russie d'être l'une des dernières puissances impériales coloniales. Le président français en tournée africaine du 25 au 28 juillet a cherché à mettre en garde les capitales africaines contre le nouveau type de guerre mondiale hybride que mène Moscou et qui a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service en Ukraine. Critiqué pour avoir choisi de visiter le Cameroun, le Bénin, accusé des dérives autoritaires, Emmanuel Macron est resté silencieux sur la question des droits humains et la défense de la démocratie lors d'une conférence de presse conjointe avec le président béninois Patrice Talon. Durant sa visite, la justice béninoise a toutefois ordonné la remise en liberté de 30 opposants arrêtés pendant la présidentielle d'avril 2021 qui avait émaillé de violence. Patrick Talon a déclaré qu'il n'y a aucun détenu politique au Bénin, mais que des gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai, a-t-il donc affirmé. Aucun grand parti de l'opposition n'avait été autorisé à présenter des candidats lors du scrutin de 2021. Des manifestations avaient émaillé dans le centre et été réprimées dans le sang. Par la suite, des dizaines d'opposants avaient donc été arrêtés. Les grandes figures de l'opposition, toujours emprisonnées ou en exil, condamnées à de lourdes peines de prison. Outre cette crise politique, le Bénin a fait face à la multiplication d'attaques djihadistes dans le nord, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Lors de cette visite, Emmanuel Macron a affirmé que la France serait toujours en soutien du Bénin pour sa sécurité, notamment en termes de renseignements et d'équipements. Et voilà donc la quintessence de la tournée africaine d'Emmanuel Macron qui a démarré depuis le 25 juillet dernier et qui s'achève donc ce jeudi par la rencontre avec Umaro Sissoco Embalo, le président en exercice de la CEDEAO. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal deux invités. Tout d'abord, Gamal Abina, internationaliste. Ensuite, nous aurons Luc Michel, géopoliticien. On démarre avec vous, Gamal Abina. Déjà, bonsoir à vous, cher monsieur. La tournée d'Emmanuel Macron s'achève ce jeudi, donc 28 juillet, par la rencontre avec Umaro Sissoco Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, par ailleurs président
de la Guinée-Bissau. Mais l'une des curiosités, c'est qu'elle s'achève sous fond de rivalité avec la Russie. C'était le mot le plus constant qui revenait en ce qui concerne Emmanuel Macron lors de sa visite en Afrique, notamment au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. Le mot Russie est revenu plusieurs fois de la bouche du président de la République française, Gamal Abina. Tout à fait. Donc bonsoir, merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous les panélistes et tous les panafricains, puisqu'on parle cette fois-ci de questions africaines, vu que Macron fait une tournée dans certains pays africains stratégiques pour lui et par rapport à cette résonance France-africaine qui a toujours été la ligne de conduite de la France depuis 60 ans. Aujourd'hui, si Macron se déplace en même temps, il ne faut pas l'oublier que Sergueï Lavrov, ce n'est pas un hasard. Simplement, il y a une peur qui commence à se faire jour et qu'effectivement, la réelle politique, comme on dit, la réelle politique, commence à s'imposer d'elle-même. Le gâteau africain, comme on pourrait l'appeler, même si ce n'est pas un gâteau, donc ce continent qui est essentiel pour l'avenir de l'humanité, devient un enjeu non seulement politique, on l'a bien vu avec la crise ukrainienne, mais surtout, et c'est plus important, un enjeu géopolitique et économique. Les Français sont en perte de vitesse, on le sait. Depuis des mois, ils annoncent que les Russes organisent des propagandes anti-françaises, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas besoin d'être russe pour pousser les peuples africains à se rendre compte que la France a profité d'eux. Et surtout, Macron essaie de jouer son va-tout à un moment où il prétend que la Russie serait un pays impérialiste, serait un pays colonialiste. Bref, il utilise des termes très forts, disant, évidemment, à demi-mot, que les anciens impérialistes étaient occidentaux. Donc il explique d'une façon de dire, on demande un peu pardon, mais en même temps, ne vous laissez pas déborder par l'impérialisme russe. Il prétend que les Russes utiliseraient l'arme, ce qui est assez honteux d'ailleurs de le dire, l'arme de la nourriture, l'arme de l'énergie, afin de remporter une victoire décisive en Ukraine, mais aussi face au bloc occidental, et il prétend que les Russes feraient une sorte de chantage aux populations qui pourraient en souffrir. Tout cela, évidemment, est totalement faux. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mes amis de RT France qui ont été à nouveau interdits d'exercer hier en Europe par la juridiction à laquelle ils ont fait appel, donc la Cour européenne de justice. Aujourd'hui, Macron est en concurrence directe avec l'Europe. Il a eu un discours jusqu'à présent qui était relativement modéré. Il n'a pas coupé le canal de communication avec Poutine, mais il se trouve que ce discours très offensif, très agressif même, qui noie les choses entre elles, qui prétend parler d'un colonialisme ou d'un impérialisme russe en comparaison de l'impérialisme occidental qui était extrêmement agressif et qui a détruit le monde entier, il voudrait donner le sentiment aux Africains que finalement, prenez garde à ces nouveaux colonialismes ou impérialismes, parce qu'il sera peut-être pire que le nôtre. Donc il faut tout de suite rassurer les populations africaines. Il n'y a pas l'impérialisme russe, pas du tout. C'est des gens qui ont subi l'impérialisme et le colonialisme des Allemands à l'époque, des nazis. Il n'y a pas de volonté néo-impérialiste russe. Les Russes ont déjà un empire qui s'appelle la Russie, elle se suffit elle-même. Et surtout, il n'y a pas de tradition coloniale russe. Donc quand Macron va sortir ce genre de grosses ficelles, c'est pour convaincre des personnes dont ils s'imaginent qu'elles n'ont pas suffisamment d'intelligence pour le comprendre, les convaincre que c'est lui qui sera gentil et que les autres en face seraient des monstres. Eh bien, c'est totalement faux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça démontre une chose. Ça démontre le vent de panique dans lequel l'Occident est en train de s'embomber. D'abord, ils ont perdu leur guerre économique contre la Russie, qui sort le grand vainqueur de cette guerre. Et l'hiver qui va arriver va coûter très cher à l'Occident, particulièrement l'Occident d'Europe, moins les États-Unis, tout d'Europe. Et deuxième élément de défaite, c'est la défaite en Ukraine qui est consommée. On voit bien que la Russie quasiment a remporté toutes ses batailles et toutes ses victoires. Et troisième élément de défaite, c'est la nouvelle géostratégie qui s'installe avec la reconstitution d'un bloc de l'Est. Un bloc de l'Est, un front du refus face à l'Occident impérialiste, avec ces BRICS qui vont Gamal Abina, que nous allons retrouver certainement. Des soucis donc de liaison avec Gamal Abina que nous allons retrouver dans quelques instants. Le temps de donner la parole à Luc Michel. On reviendra bien sûr avec Gamal Abina, surtout sur la tournée de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui lui aussi est en tournée africaine, qui a décidé de renforcer les liens de coopération avec plusieurs pays, notamment le Congo-Brazzaville et même l'Éthiopie, où il a effectué sa dernière tournée. Alors, Luc Michel, 3 pays visités par Emmanuel Macron. Et une chose est sûre, le sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir. On va dire que son dernier
sa dernière visite s'est faite du côté de la Guinée-Bissau. Il cherche certainement à faire d'Umaro Sissoko Embalo un interlocuteur redoutable pour Paris. On rappelle que Paris avait été accusé par le Mali de tirer les ficelles derrière, bien sûr, la CEDEAO, après avoir été sanctionné il y a de cela quelques temps. Luc Michel, bonsoir. Écoutez, ce que Macron fait là, c'est courir derrière le déclassement de la France. Il essaye évidemment de maintenir son projet de France-Afrique 2.0 à partir de la CEDEAO. Et ça explique sa présence en Guinée-Bissau. Mais ça explique surtout son arrivée au Cameroun et au Bénin parce que les choses sont pliées, perdues pour la France en Centrafrique et au Mali. Et il faut essayer de maintenir les dernières positions du précaré français. Ce qu'il faut retenir de ce voyage, ce sont les discours de Yaoundé, de Cotonou, où il a attaqué frontalement la Russie et il a accusé la Russie d'être le dernier empire colonial. C'est évidemment pas une thématique française, c'est une thématique qui a été définie à Washington et qui est celle du State Department, le State Department américain qui développe ses accusations contre la Russie, notamment au Conseil de sécurité. Il faut retenir quelque chose. Tout d'abord, il y a eu la réponse de Serge Lavrov à Addis Abeba. Lavrov a commencé par expliquer que les accusations de Macron d'utiliser le gaz, le charbon, le pétrole et le blé comme des armes, c'est une guerre qui a été commencée par l'Occident. C'est l'Occident qui a commencé la guerre du gaz, la guerre des sanctions, la guerre du blé, la guerre du pétrole contre la Russie. Et pas du tout la Russie qui a utilisé ses armes contre notamment les Africains. Mais surtout, Macron est un serial menteur. J'ai publié ce matin une réponse de 25 pages expliquant les mensonges de Macron. Non, la Russie n'est pas le dernier empire colonial. Bien au contraire, la Russie, depuis 1830, c'est l'allié de l'Afrique pour empêcher le colonialisme occidental. En 1830 déjà, la cour du tsar de Russie était l'allié d'Addis Abeba. Et à la conférence de Berlin en 1885, la Russie a empêché l'Éthiopie d'être le seul État africain qui n'a pas été colonisé à Berlin. À partir de la conférence de Bakou en 1922, l'Union soviétique s'est tenue aux côtés des États africains et des anti-impérialistes africains pour mettre un terme aux empires coloniaux occidentaux en Afrique et en Asie. À partir aujourd'hui, Poutine est l'allié des derniers des États africains contre le colonialisme occidental. Non, la Russie n'est pas un empire colonial. Rappelons que en Ukraine, la Russie est chez elle. L'Ukraine, c'est le premier État russe et depuis 1000 ans, c'est les racines de l'État russe. La Moscovie aujourd'hui, dont Moscou est l'héritière, elle est évidemment la troisième Rome, c'est l'héritière de cet État moscovite et de cet État kievien. Et aujourd'hui, lorsque la Russie agit en Ukraine, elle est encore une fois chez elle. Rappelons qu'en 1991 encore, l'Ukraine, c'était une partie de l'Union soviétique, c'est-à-dire de la Grande Russie. J'ai rappelé dans ma réponse au mensonge d'Emmanuel Macron que, bien entendu, le jour
de l'ouverture du sommet de Montpellier est sortie la biographie ultime de la France-Afrique qui s'intitule significativement l'Empire qui ne voulait pas mourir. Le dernier empire colonial, c'est la France-Afrique, évidemment, et pas du tout la Russie. L'Empire qui ne voulait pas mourir aujourd'hui, il s'appelle la France-Afrique 2.0. Et bien entendu, la dernière puissance coloniale en Afrique, c'est bien entendu la France-Afrique de Macron. Luc Michel, on va revenir vers Gamal Abina pour terminer bien sûr avec ce sujet concernant la France-Afrique, notamment la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Alors on revient à vous Gamal Abina, alors que le président Emmanuel Macron dénonce l'agression unilatérale qu'a caractérisée de la Russie en Ukraine. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, affirme ou alors invite les Africains à ne pas soutenir un monde régi par les Occidentaux, notamment par la France. La Russie a un PIB qui semble 2 fois inférieur à celui de la France. On sait aussi que la Russie est un des principaux partenaires avec l'Afrique en matière d'indépendance et d'émancipation du temps de l'Union soviétique. C'est la Russie qui a équipé l'Égypte de Nasser. C'est la Russie qui a construit le haut barrage d'Assouan. C'est la Russie qui a soutenu évidemment les pays du front du refus raciste de l'Afrique du Sud quand l'Occident soutenait le régime de l'apartheid. Et c'est la Russie qui rappelle tout de même qu'elle a été aussi agressée par l'Occident à de nombreuses reprises. La Russie n'a pas ouvert le front, contrairement à ce qui est dit par Macron. C'est pas elle qui a agressé l'Ukraine. Elle a signé des accords pour qu'il n'y ait pas de guerre. Ces fameux accords de Minsk dont on parle beaucoup mais dont on fait peu de cas aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que s'ils avaient été respectés, il n'y aurait pas eu de guerre aujourd'hui et on n'en serait pas là. Et surtout, la Russie rappelle qu'elle n'est pas seule. C'est-à-dire que la Russie seule en Afrique, c'est un premier sommet Russie-Afrique qui a eu un certain succès malgré tout, un second sommet programmé qui va tarder d'arriver en 2023. Ils vont proposer des développements bilatéral, pas seulement sur le terrain militaire, parce que c'est essentiellement le terrain militaire qui est investi. On se rend compte que les Russes sont aussi un grand pays producteur agricole et qu'ils alimentent beaucoup de pays africains, contrairement à l'idée reçue. Ce n'est pas l'Amérique qui fait l'approvisionnement, mais surtout la Russie a un allié extraordinaire, le plus important au monde, à savoir la Chine. Et l'alliance sino-russe n'est pas anodine, parce que d'un côté, les Chinois qui commencent à investir et à mettre des usines de fabrication et donc de production de richesse comme en Éthiopie, sont l'acteur essentiel pour apporter évidemment des investissements en Afrique, avec la Bank of China qui finance ces investissements, plus besoin de passer par le FMI, mais surtout les Russes, qui reviennent en force aujourd'hui, proposent ce partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, évidemment, d'autres partenaires à l'Est, pour dire nous allons vous débarrasser du colonialisme ou du néocolonialisme. Lorsque Macron est en train de faire cette course de 100 mètres face à Lavrov, il a déjà beaucoup de points de retard. Et surtout, c'est bien que Luc Michel l'ait rappelé, le dernier sommet à France-Afrique, ou Afrique-France, on l'appellera comme on veut, était tellement ridicule et risible en mettant en avant des acteurs parfaitement inopérants qui ne représentent rien en Afrique, plutôt que les chefs d'État. C'est déjà très insultant parce que les pays africains, c'est quand même des chefs d'État, il faut quand même commencer par le but, mais surtout de faire croire qu'on va mobiliser la société civile, alors qu'aujourd'hui, la question de l'Afrique, c'est la structuration économique, politique, militaire qui prime. Donc ces sommets, d'un côté, les Russes qui sont quand même respectueux appellent les chefs d'État africains, et de l'autre côté, ce sommet ridicule à Montpellier, France-Afrique, on a compris qu'il y avait un problème. Effectivement, les Français se cherchent, mais cherchent surtout à garantir leurs approvisionnements en matière d'uranium et d'autres minerais. Donc c'est vrai que quand Macron va dénoncer la Russie, il ne dénonce pas la Russie comme étant un ogre ou un partenaire dangereux. Il dénonce la Russie comme étant quelqu'un qui va prendre la place de la France. La Russie, la Chine et d'autres pays qui sont alliés à ces gros blocs, comme d'ailleurs l'Iran, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les Iraniens ont un rôle majeur à jouer dans la région aussi. Et donc, ce qui fait effectivement qu'avec un allié stratégique comme l'Algérie et beaucoup de pays anti-impérialistes ou anticolonialistes, eh bien, la Russie a largement les coudées franches pour pouvoir s'exprimer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le champ du signe des Français qui tentent leur va-tout avec un Macron, qui a un discours très agressif sur le sol africain et beaucoup moins quand il est en France, mais qui finalement démontre juste une seule chose, c'est que ses arguments ne sont pas convaincants ni recevables. Les lendemains qui chanteront se feront avec un partenaire sérieux qui a à cœur une relation gagnant-gagnante
Je parle évidemment des Chinois, je parle évidemment des Russes, je parle aussi d'autres pays comme l'Inde, le Brésil, tous ces pays des BRICS, comme on les appelle, qui sont des partenaires essentiels et qui vont créer un axe de résistance face à l'impérialisme occidental, particulièrement américain, et à l'impérialisme qui ne cherche qu'à s'enrichir sur le dos des peuples. Gamal Abina, également à Luc Michel. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de rappeler que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé mercredi dernier du côté d'Addis Abeba, en Éthiopie, les pays en développement, notamment les Africains, à ne pas soutenir un monde régi par les États-Unis et bien sûr les Occidentaux, les avertissant qu'ils pourraient être les prochains à subir les foudres américaines. C'est à nous de décider si nous voulons un monde ou un Occident totalement inféodé aux États-Unis, estime qu'il a le droit de décider quand et comment promouvoir ses intérêts propres sans respecter le droit international, a donc déclaré Sergueï Lavrov. Il s'adressait donc à un parterre de diplomates majoritairement africains à l'ambassade de Russie en Éthiopie, dernière étape du mini-tournée africaine qu'il a conduit en Égypte, au Congo-Brazzaville et en Ouganda. Lors de son séjour d'une vingtaine d'heures à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, Sergueï Lavrov s'est notamment entretenu avec son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, également vice-premier ministre. Mais il n'a rencontré aucun responsable de l'Union africaine officiellement pour cause d'incompatibilité d'agenda. L'Occident a créé un système basé sur certains principes: économie de marché, concurrence loyale, inviolabilité de la propriété privée, présomption d'innocence. Tous ces principes ont été donc jetés à l'égout quand il s'est agi de faire ce qui leur semblait nécessaire pour punir la Russie, a donc expliqué Lavrov. Et je n'ai pas le moindre doute que si besoin est, ils n'hésiteront pas à faire de même à tout autre pays qui les énerverait d'une manière ou d'une autre. Selon le chef de la diplomatie russe, nous traversons une période historique très importante, une période où nous déciderons tous dans quel univers nous allons vivre pour nos enfants et petits-enfants. Un univers basé sur la Charte des Nations Unies ou un monde où domine le droit basé sur la force, la loi du plus fort. Il a nié que la Russie, du fait de son intervention en Ukraine, soit responsable de l'actuelle flambée des prix alimentaires et l'énergie durement ressentie en Afrique, invoquant notamment la pandémie Covid-19 et les politiques de transition énergétique aux États-Unis et en Europe. Oui, la situation en Ukraine a un effet additionnel négatif sur les marchés alimentaires, mais pas en raison de l'opération spéciale russe en Ukraine, plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l'Occident qui a annoncé des sanctions et déstabilisé la disponibilité de la nourriture sur les marchés, a donc affirmé Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Direction à présent le Mali, nous l'annoncions en titre. 15 soldats tués et 48 terroristes ont donc été neutralisés dans plusieurs attaques. Et donc, dans les attaques armées contre les positions des forces armées maliennes à Sévaré, notamment dans la région de Mopti-Sokolo, région de Ségou dans le centre et Kalouma dans la région de Nara, près de la frontière avec la Mauritanie. L'information a été communiquée mercredi soir par l'état-major général des armées dans un communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, tôt ce mercredi 27 juillet 2022. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite, a donc indiqué la même source. Le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées, a fait savoir qu'à Mopti, aux environs de 1 heure, des tentatives d'infiltration ont visé des checkpoints du camp Amadoun Bokari Bari d'Ibalobo ainsi que des installations de l'armée de l'air, précisant que par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les forces de défense et sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. Par ailleurs, aux environs de 2 heures, les FAMA du poste de contrôle de Barigodaga, commune urbaine de Mopti, ont repoussé les mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti, en adoptant
une posture dissuasive et en effectuant des tirs d'arrêt à Sokolo, les capacités d'anticipation des FAMA, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont donc permis d'orchestrer une réplique coordonnée entre des assaillants mis en débandade et mener la contre-attaque, a donc indiqué le communiqué. Et puisqu'on parle du Mali, comment ne pas revenir sur cette conférence de presse qui a eu lieu entre, bien sûr, Abdoulaye Diop et la MINUSMA, le chef de la diplomatie malienne, qui a donc déclaré que le Mali n'est pas en guerre avec les Nations Unies lors d'une visite de hauts responsables de l'ONU, dont ses relations avec Bamako se sont fortement dégradées ces dernières semaines. Le Mali n'est pas en guerre avec les Nations Unies, contrairement à ce que certains ont essayé de relater. Même dans une famille, il y a donc des difficultés, il y a des problèmes, mais on les surmonte, a déclaré Abdoulaye Diop à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, du côté de Bamako. Lacroix, en visite du 24 au 28 juillet à Bamako, s'est entretenu avec les autorités maliennes de la prolongation d'un mandat d'un an de la mission de la paix de la MINUSMA, récemment décidée par le Conseil de sécurité. Les discussions avec le ministre Diop se sont bien passées, a dit Lacroix à la même conférence de presse en indiquant donc que la volonté onusienne était de revoir ensemble la manière dont ils vont parvenir à l'avenir à appuyer le Mali dans ses objectifs. Concernant les 49 militaires ivoiriens jusqu'ici détenus du côté du Mali, des contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou, ils ne sont pas déployés à Bamako, ce qui est une première entorse. Il y a des règles qui ont été enfreintes. La justice fera son travail, a souligné Abdoulaye Diop, tout en mettant en garde contre l'utilisation des Nations Unies par certains à d'autres objectifs. Le ministre malien des Affaires étrangères explique que les équipes nationales de soutien sont prises en charge par les pays qui les envoient. Dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce. Des équipes nationales de soutien ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent donc avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre. Donc, a ajouté Abdoulaye Diop, en ce qui concerne les 49 militaires ivoiriens appréhendés le 10 juillet dernier du côté de l'aéroport international de Bamako. Donc, la justice fera son travail, selon le ministre des Affaires étrangères du Mali. On va refermer cette édition du journal avec la République démocratique du Congo, avec les militaires burundais qui sont prêts à un déploiement du côté de Kinshasa. Les préparatifs des militaires burundais pour une mission de maintien de la paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo vont bon train, a annoncé donc mardi dernier Alain Tribert Moutabazi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les préparatifs militaires burundais qui participeront dans la mission de recherche de la paix en RDC sont à 90%, a-t-il déclaré, lors d'un point de presse sur les réalisations du 4e trimestre clôturant l'exercice budgétaire 2021-2022. Je pense que bientôt, on va terminer les préparatifs et attendre le coup d'envoi de cette intervention dans le cadre régional. On rappelle que c'est à l'issue d'un conclave de Nairobi au Kenya, mi-juin, autour de la question sécuritaire à l'est de la RDC, surtout avec la résurgence du mouvement M23 que les chefs d'État membres de la communauté est-africaine ont décidé de déployer une force régionale en RDC. Cette réunion avait été convoquée par le président kenyan Uhuru Kenyatta, président lors de la CEA. Le Kenya, la Tanzanie ont déjà aussi confirmé leur participation dans cette force régionale pour la RDC. Et on va refermer ce journal avec cette actualité en recevant le dernier invité de ce journal. Il s'agit de Delphin Moui Poundou, qui est un analyste politique. Bonsoir à vous, Delphin. On va dire que les tensions n'en finissent plus du côté de la RDC, notamment à l'est du pays, dans l'Ituri. Dernièrement, on a eu, bien sûr, des luttes et même des morts concernant les populations qui demandent le départ de la MONUSCO, puisque jusqu'ici,
il n'y a pas eu, voilà, on va dire, d'issue en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans cette région-là, au point où plusieurs autres pays veulent déjà venir, bien sûr, pour participer à 90% à la paix dans cette partie de la RDC. Quel regard faites-vous sur cette actualité concernant véritablement les attaques à l'est de la RDC? Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Je salue les panélistes qui sont exprimés avant moi et l'ensemble de ceux et celles qui nous suivent ce soir. Eh bien, mon analyse de la situation qui se déroule dans ma région est assez facile. Je ferai deux lectures principales. La première, c'est que eh bien, le Burundi s'inscrit dans une logique de coopération sous-régionale, en ce sens où il faut rappeler par exemple que l'ancien président tanzanien, Jakaya, n'avait pas hésité à apporter son secours à l'ancien président donc, du Burundi, Nkurunziza, quand nous subissions nous-mêmes une tentative de putsch. Et là, vis-à-vis de nos frères et sœurs congolais, eh bien, nous essayons de leur apporter un secours dans la même logique, d'autant plus que dans leur cas, eh bien, les troupes de la MONUSCO, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais ils sont là quand même depuis les années 60. Je rappelle ici que ce sont les troupes onusiennes qui gardaient la résidence de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba en attendant que ce dernier soit lâchement assassiné. Donc, nous voulons mettre un terme à tout cela, d'autant plus qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient encore aux affaires, M. Kabila fils et M. Nkurunziza avaient déjà initié une coopération militaire pour justement essayer de juguler les tensions qui se trouvent à l'est du pays. La seconde lecture que je pourrais faire, c'est que M. Tshisekedi, même si c'est un nègre de maison, cela c'est mon propos, j'engage mon propre nom là-dessus, il est lui aussi confronté à une situation qui le déborde et donc il essaye de profiter aussi de la situation pour un peu surfer sur cette opportunité que lui offrent les populations congolaises qui sont en train de se révolter parce que M. Tshisekedi observe bien que M. Kabila est de plus en plus sollicité pour un éventuel retour aux affaires l'an prochain. Pour ma part, je ne m'en cache pas, je fais partie de ces gens qui attendent que M. Tshisekedi plie bagage. Et dans cette optique-là, eh bien, le Burundi, qui lui aussi ne veut pas subir les conséquences, parce que nous les avons subies pendant les années qui ont précédé, nous avions accueilli nous-mêmes des populations congolaises qui étaient réfugiées sur le sol burundais. Eh bien, dans la mesure où nous sommes parvenus à nous inscrire dans ce nouveau monde multipolaire, allié notamment à la Chine et à la Russie, comme l'ont dit mes prédécesseurs, eh bien, nous n'aimerions pas être gênés par des tensions qui se déroulent dans les pays voisins. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous préparer justement, comme vous l'avez indiqué, madame, après l'accord signé à Nairobi, à participer à la pacification de cette région. Voilà la lecture qui peut être faite comme ça à chaud. Delphin. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Ne manquez pas dans quelques instants la suite de nos programmes. Restez bien sûr scotchés et bien sûr en direct de la télévision panafricaine. Agréable fin de soirée à toutes et à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.